Bonjour à tous, nous sommes le 20 mai 2024. Nous recevons aujourd'hui Cara, qui nous vient de la Côte d'Azur, puisqu'il est situé dans le Grand Nice. Cara a un parcours, on va dire pas particulier, mais son parcours à lui, c'est d'avoir un papa d'origine africaine qu'il n'a pas connu, qui a complètement disparu du circuit. Il a donc été élevé uniquement par la branche maternelle, laquelle branche maternelle est d'origine algérienne. Et dans cette origine algérienne, il y a une particularité, c'est que ce sont des harkis. Alors on précise pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, que les Harkis sont des Algériens qui ont été recrutés par les Français durant la guerre d'Algérie, donc de 54, on va dire, jusqu'à 62, pour servir contre le FLN, qui était le Front National de Libération, qui voulait l'indépendance de l'Algérie. Donc ces malheureux Harkis ont été entraînés dans cette aventure, et puis trahis une fois de plus, comme les Indochinois d'ailleurs avaient été trahis par le pouvoir français qui sait respecter sa parole. L'essentiel, malheureusement, n'est pas là, c'est que déjà dans ces déboires familiaux qui ne sont pas peu importants, il se trouve que le grand-père Harki, en 62, a été embauché par la police française et qu'il a pris une balle au mauvais endroit. Il n'en est pas mort. Mais on retiendra dès maintenant, mais on en reparlera avec Cara ensuite. Il semble quand même que cette famille, donc du côté maternel, j'insiste, subit des attaques plus ou moins larvées de type harcèlement social. Mais celui qui semble être le plus atteint, c'est Cara que nous interviewons aujourd'hui. Je dis bien il semble, parce que c'est pas parce qu'on se manifeste qu'on est le plus attaqué. Il y a des gens qui ne se manifestent pas, hélas, 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 comme aurait dit Charles de Gaulle, qui ne se manifestent pas et qui font le travail de l'adversaire en souffrant en silence dans leur coin jusqu'à ce que mort s'en suive. Carin ne fait pas partie de cette catégorie. Il est de ceux qui sont prêts à mourir debout, en parlant et en pleine lumière. Ce sont des gens que j'apprécie. Toutes les victimes n'ont pas son courage et on tient à le saluer ici. Bien. Alors, Cara va avoir une scolarisation assez banale localement, et puis l'événement qui va peut-être être fondateur de ces problèmes, nous avons eu du mal dans les conversations que nous avons eues précédemment à nous en rendre compte, puisqu'on sait toujours qu'il y a un lien entre les agresseurs et l'agressé, nous avons cherché ce lien. Et il nous est apparu qu'une certaine université qu'il a fréquentée nous paraissait, disons, un peu bizarre à certains points de vue, et que c'est justement après l'avoir fréquentée que les ennuis de type harcèlement et de type harcèlement électromagnétique vont continuer. Je pense, là nous sommes autour de 2019-2020, hein, je pense, et ils ne vont plus arrêter jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons peut-être passer assez rapidement sur votre vie, Cara, jusqu'au moment où vous allez entrer dans cette université où vous suivez un cursus d'anthropologie, mais vous dites Ouais. l'anthropologie c'est bien, mais j'aimerais bien un peu me diversifier pour pouvoir trouver un job plus facilement dans la vie qui ne soit pas la vie académique. Voilà. Et je vais donc vous laisser la parole maintenant. Et peut-être commençons au moment où vous allez commencer des études d'anthropologie et puis vous allez vous retrouver dans cette université et puis dans une sous-branche de cette université. Et là, je pense que les choses vraiment intéressantes vont commencer. Voilà, je vous cède la parole. Ouais. Alors, bonjour à tous pour tous ceux qui nous écoutent. Alors moi, mon aventure avec l'anthropologie, elle commence en 2019, l'année 2019. Donc je vais suivre ce cursus d'anthropologie qui s'appelle le Master ATIS à l'Université Nice-Côte d'Azur. Donc c'est anthropologie des techniques et innovation sociale. J'intègre du coup ce master sur candidature parce que je n'ai pas fait une licence d'anthropologie. J'ai fait une licence enfin, de langue étrangère appliquée aux affaires et commerce. Et comme le master en fait qui était dans ma branche à cette université-là ne me plaisait pas,
J'avais trouvé que l'anthropologie, ça avait l'air pas mal au niveau de l'enrichissement personnel et un petit peu de la diversification des compétences que j'avais. Donc, du coup, j'intègre ce cursus-là en 2019-2020 et c'est dans le courant de l'année 2020 que pour moi, les soucis commencent. Ça tombe un petit peu après, il me semble, le Covid, la période Covid où je suis dans une résidence universitaire, donc j'avais quitté mon domicile familial avec ma famille pour prendre un petit peu mon indépendance, et j'étais dans une résidence universitaire étudiante, la résidence Jean Médecin, qui se trouve à Nice, du côté de Carras. Je suis resté 2 ans dans cette résidence, donc la première année, j'ai pas rencontré de problème particulier, en tout cas je ne m'en suis pas rendu compte. Et lors de ma deuxième année, il y avait quelques phénomènes étranges qui commençaient à se dérouler, du type tapage nocturne. Donc, je me rendais compte que j'étais réveillé souvent la nuit par des bruits à répétition, de martèlement au sol que je ne saurais expliquer. Ça continuait plusieurs jours d'affilée. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'interroger. Il y avait d'autres phénomènes étranges. Des fois, j'entendais comme si que quelqu'un la nuit essayait d'ouvrir la porte de ma chambre, du tapage dans le couloir, etc. Et à force que ça se répète, j'ai essayé de régler la situation en allant voir le voisinage, donc du coup le voisin qui est au-dessus, parce que pour moi les bruits venaient d'au-dessus. Donc à chaque fois que je montais voir cette personne-là me disait que elle ne faisait rien, que ce n'était pas elle. Et dès que je rentrais chez moi, eh ben tout recommençait. Donc le martèlement au sol. Et puis après il y a une particularité qui a commencé à m'inquiéter en fait, c'est que ces bruits-là, elles n'étaient pas uniquement nocturnes, hein, elles étaient aussi diurnes, et elles avaient la particularité d'être toujours à l'endroit où c'est que je me trouvais dans la pièce. Donc au début, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et puis après, quand je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'être suivi chez moi, hein, je sais, alors je ne sais pas quel type de technologie exactement ils ont utilisé, mais en tout cas, j'ai la conviction qu'ils savaient exactement où je me trouvais dans l'appartement. Voilà. Admettons, pour dormir tranquille, je me déplaçais dans une autre pièce, je déplaçais mon lit, et ben les bruits recommençaient exactement l'endroit où c'est que je m'étais posé, et ainsi de suite. Donc, j'étais reparti voir une deuxième fois, je crois deux, trois fois cette personne-là qui voilà feignait toujours d'être innocent, qui ne faisait rien. Donc j'ai commencé à enregistrer en fait avec mon téléphone tous ces bruits-là et puis je suis parti voir les gérants de la résidence qui ont fait remonter le problème. Cette personne-là a été convoquée, ne s'est jamais rendue à la convocation, donc elle s'est mangée en fait un avertissement de la part de la résidence. Et il me semble qu'après, elle s'est pris encore une deuxième avertissement. Voilà. Bon, entre-temps, j'avais essayé de contacter la police pour essayer de régler le problème, parce que j'avais quand même un certain âge, hein. J'avais entre 26 et 27 ans, et pour moi, il était hors de question d'en venir aux mains à cet âge-là, alors qu'à la base, je suis mon cursus, je suis là pour mon indépendance, voilà, je suis là pour rendre fier ma Ça fait une famille. toute petite pause, Cara. Il avait un profil particulier, le voisin? Le profil particulier, en tout cas, bon déjà, enfin, si on peut appeler ça un profil particulier, apparemment, il n'est pas originaire, enfin, il n'est pas né en France, en tout cas. Donc, je sais pas de quelle ethnie exactement il est, mais il me semble qu'il est d'Afrique de l'Ouest. Et la particularité, en tout cas, c'est qu'en me renseignant auprès des gens de la résidence, on a découvert que cette personne-là n'était pas là la première année où c'est que j'ai intégré la résidence. Donc cette personne-là est arrivée la deuxième année où c'est que j'ai occupé le logement, où c'est que les faits se sont déroulés. Et ces faits-là se sont pour moi déroulés lors de cette deuxième année. Et j'ai appris que cette personne-là était arrivée en cours de route, donc à partir de l'année 2020, 2021. Voilà, donc c'est ça qui était un petit peu étrange avec cette personne-là. Et cette personne-là, j'avais l'impression qu'elle était jamais en cours. Voilà, j'ai pas J'allais me compris. poser la question, c'est un drôle d'étudiant, dites donc, hein. Bah, ça, ouais, je le voyais jamais aller en cours. Enfin, il était toujours là. Moi, j'étais un peu plus dans mon appartement étudiant parce que bah, après la pandémie en fait, enfin du Covid, j'avais un master qui était orienté recherche. Donc, il fallait que je rende un mémoire de recherche pour valider ma première année, qui a été perturbée par la pandémie. Donc, je n'ai pas pu rendre ma production. Et donc, du coup, je devais le faire la deuxième année. Donc, ce qui fait que la deuxième année, je pouvais me permettre d'être chez moi parce que j'avais validé toutes mes autres matières, tous les cours, j'avais déjà tout assisté. Il fallait juste que je rende mon mémoire. Donc, moi, je pouvais me permettre d'être 24 heures sur 24 si je le voulais.
chez moi pour écrire mon mémoire, faire mes recherches, etc. Mais par contre, lui, je ne sais pas jusqu'à ce jour hein, quel D'accord. cursus il fait. J'ai réussi à voir son nom, son prénom, etc. Et il y Mais on m'a avait, c'est renseigné. ça, ouais, ouais. Et il avait de la visite, il avait de la visite, il y a des gens qui venaient chez lui? Oui, ben en fait, moi je me suis rendu compte de sa présence et de quelque chose qui n'allait pas, parce que la première année, j'entendais aucun bruit. Hein, enfin, en tout cas, les voisins, ils ont pas été bruyants au point que je fasse attention à eux. Mais par contre, avec lui, tous les soirs, il y avait des gens qui discutaient toute la nuit jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, hein, qui faisaient traîner constamment les chaises, mais de manière très répétitive. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous les jours, tous les soirs, enfin le jour, la journée. Je me demandais même s'ils dormaient, ces gens-là, parce que je me disais, mais c'est pas possible de vivre comme ça, en fait, à un moment donné. Donc voilà, tous les jours, c'était la même chose, des chaises Et qui se traînaient. vous avez pu en croiser de ces gens-là, ils ressemblaient à quoi? C'était pareil, c'était des gens de sa communauté, de ce que j'ai pu voir. En tout cas, après, je j'étais pas dedans pour voir exactement les visages qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, moi, quand je les croisais, ils sont venus une fois chez moi. Une fois, il y a un jeune homme qui est venu me dire ça va, tout va bien, on nous entend pas trop là-haut, etc. Alors qu'il savait très bien qu'il mettait la musique, qu'il savait très bien qu'il faisait des fêtes. Un jour, ils ont fait une fête. Alors, je sais pas combien ils étaient dedans, hein, mais c'était vraiment énorme, quoi. Je me suis dit, le truc, il va s'écrouler tellement il doit y avoir de personnes là-dedans. Je connaissais juste une personne qui semblait les connaître parce qu'elle était dans mon cursus, c'était une jeune fille, mais qui les connaissait sans plus par des liens assez lointains. Voilà. Mais cette personne-là, a priori, n'était pas présent avec eux. Après, je n'étais pas là pour vérifier. C'est ça. Mais On oui, peut, à ce stade, on peut peut-être déjà résumer. Donc, cette première année se passe bien. La deuxième année, ce personnage arrive. Et là, vous êtes victime, évidemment, d'un harcèlement en réseau directement chez vous. ouais. Euh, il y a très probablement des caméras dans votre pièce parce que vous êtes suivi. Or, ces caméras, à mon avis, ont dû être placées avant que cet individu n'arrive. Donc, je pense que l'appartement que vous avez occupé était déjà piégé depuis longtemps, à mon avis. Bah, moi, je vois pas d'autre explication. Je me dis, il y a deux solutions. Soit ils ont un matériel qui est intégré à quelque part dans les murs, dans les structures, parce que moi, en fouillant, j'ai jamais pu mettre la main sur quoi que ce soit. Par contre, ce qui est une certitude, c'est qu'ils avaient la capacité de savoir où je me trouvais exactement, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, l'endroit exact. Puisque il y a même, enfin, il y a des jours où c'est que je me disais, je vais faire un test et je vais faire des allers-retours en déplaçant mes affaires à chaque fois parce que je me suis dit, on va enlever toute possibilité qu'on me dise que voilà, j'invente des choses. Enfin, déjà, le fait de savoir que cette personne-là est arrivée en cours de route, je l'ai su parce que je me suis plaint. Donc, avant de me plaindre, je ne savais pas que la personne qui était au-dessus avait changé de locataire. Enfin, le changement de locataire, je ne l'ai su qu'en faisant remonter mes enregistrements vocaux des faits que je Mhm. subissais. Et Cette à ce personne-là. moment, c'est ça, c'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà du harcèlement de rue, par exemple? À ce moment-là, je pense que je faisais pas attention parce que émotionnellement, j'étais assez éprouvé avec eux, sachant que je devais en plus rendre mon mémoire. Donc, j'avoue que je pense que la première année, j'ai pas forcément fait attention au harcèlement de rue. J'étais plus concentré sur ce qu'ils faisaient toute la journée et le soir euh, dans la résidence étudiant. Euh, voilà. Et comme je vous ai dit, je l'ai su que la personne avait changé parce que la gérante, la gestionnaire a écouté les vocaux et a trouvé ça très bizarre. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font en fait enfin, dans l'appartement, quoi. Je veux dire, il y a quoi à faire puisque il y a par moments, on sait qu'il y avait des bruits de perceuse aussi, de manière assez constante. Et nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas le droit de faire des travaux dans les résidences étudiantes. Donc, elle s'est posé la question aussi, pareil, à savoir qu'est-ce qu'il foutait exactement. Et D'accord. puis, elle a regardé un petit peu quelle personne c'était. Et puis, elle m'a dit, ah, bah, c'est pas la même personne qu'il y avait avant. Donc, voilà, D'accord, c'est pas quelque d'accord. chose quand même C'est ça, oui. des Oui. qui Et sont alors, vous étranges, allez, mais c'est ça, vous allez quitter cet appartement parce que finalement, vous en avez marre et vous allez aller dans une deuxième résidence qui est para-universitaire, je pense, où vous avez mis une petite annonce en immobilière. fait, oui, c'est par le biais d'une agence immobilière parce qu'à ce moment-là, je le vis un peu comme une échec. J'ai pas rendu mon mémoire, je me retrouve dans cette situation-là. Je vois bien quelque chose qui ne va pas parce que comment peuvent-ils savoir où je suis à chaque fois? C'est-à-dire que même si
ils voudraient me harceler pour X ou Y raison. Qu'est-ce que c'est que ce matériel qui leur permet de me suivre de partout? Je me suis dit à cette époque-là, il y a quelque chose qui va pas en fait, parce que cette personne-là, j'ai aucun contact avec elle. Je crois ne l'avoir jamais croisée auparavant. Et puis, si cette personne-là avait un problème avec moi, je comprends pas pourquoi ça se déroule de cette manière-là, sachant qu'on n'a jamais eu de contact. Donc, je comprenais Mhm. pas Voilà, ouais. cette histoire-là. Je me suis dit, Mhm. c'est vraiment bizarre. Donc, je me suis dit, avant de retourner chez mes parents, il fallait que je m'assure de quelque chose. Je me suis dit, pour pas, enfin, parce que moi j'étais parti pour prendre mon envol, hein, je me suis retrouvé dans cette situation-là contre mon gré. Je me suis dit, je vais quand même essayer de prendre un logement étudiant tout seul. Donc j'ai dû faire un crédit de 1 000 € près de la banque, contacter une agence immobilière. Et j'ai pu trouver par le biais de cette agence immobilière un appartement de location étudiante à l'année. Il y avait juste la période de l'été, je crois, entre juin et août. Donc c'est que les propriétaires récupéraient l'appartement, sûrement pour faire du Airbnb ou quelque chose comme ça, qui n'était pas trop éloigné non plus de ma résidence étudiante. Ma résidence étudiante, pour les gens qui connaissent un peu les Alpes-Maritimes, était à Carras et ce nouvel appartement de location étudiante était rue de France. Donc voilà, c'est à peu près à 10 minutes en voiture. C'est ça. C'était pas très Est-ce, loin. c'est ça. Est-ce que on peut revenir un tout petit peu en arrière sur Oui. l'université? Est-ce que l'événement dont nous avons parlé, ces cours un peu particuliers que vous avez suivis, Mhm. était antérieur à ce premier appartement ou entre le premier et le deuxième? Elles étaient antérieures, si j'ai bien compris la question. Oui. Ah, J'avais déjà suivi ces cours. J'avais déjà suivi ces c'est ça, cours-là particuliers, hein, dont on avait parlé en anthropologie, hein, notamment. c'est ça. Je faisais de l'anthropologie sociale, en fait. Quand vous Donc, étiez encore quand vous étiez encore chez votre maman, donc avant de prendre votre envol, comme vous dites, dans ce premier appartement étudiant, vous avez eu ces fameux cours dont nous avons parlé. je crois qu'il y a une partie de ces cours que j'ai eu quand j'étais chez ma mère et une partie que j'ai eu en intégrant en fait cette résidence-là. Donc l'année s'est terminée, il y a eu la pandémie, je n'ai pas rendu mon mémoire. Donc on passe à l'année suivante où c'est que je dois rendre mon mémoire parce que c'est un master orienté recherche. Et c'est à partir de cette deuxième année-là, j'avais déjà eu tous mes cours que ça a commencé. Exactement. Voilà. Mais on va revenir à ce moment-là sur l'histoire de ces fameux cours bizarres dans cette université. Vous êtes quand même là en anthropologie, vous suivez des cours annexes pour étendre votre échantillonnage de connaissances, et puis Oui, vous allez vous retrouver dans un ensemble de cours que vous allez nous décrire parce que c'est quand même un peu surréaliste, mais les mots ont leur importance. ouais. Décrivez-nous un petit peu qui donne cours, qui vous voyez là-bas, quel genre de cours, parce qu'on va s'éloigner quand même du domaine de l'anthropologie de manière assez importante et même étonnante. Je vous laisse la parole. Donc voilà, on avait notre cursus d'anthropologie classique avec des éléments comme l'anthropologie de la santé. Donc moi, j'ai pas percuté à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en regardant ces cours-là en anthropologie de la santé, on rentrait déjà dans des domaines qui touchaient à la psychiatrie, la psychologie, avec comment dire le stress post-traumatique, toutes ces choses-là. Et en fait, on avait le droit d'avoir des options de découverte entre guillemets pour compléter un petit peu notre cursus pour diversifier, comme vous disiez, nos compétences et nos chances d'emploi en fait sur le marché du travail. Parce que dans le domaine de l'anthropologie, à part le CNRS ou travail pour les ONG, des choses comme ça, il n'y a pas énormément de débouchés. Donc on avait entre guillemets des liens ou des passerelles, des partenariats, par exemple avec la Business Design School à Cannes-sur-Mer et également la fac de droit sur le campus Trotaba qui se trouve à Nice, pareil du côté de Magnan. Donc il y avait une des options, donc c'était via le biais d'un master qui s'appelle gouvernance et financement du développement. Voilà pour être exact. Donc on avait des étudiants qui venaient suivre nos cours d'anthropologie du développement. Donc ces cours d'anthropologie du développement, en fait, elles étaient plus basées sur les ONG et le rapport entre tradition et modernité. D'accord. Voilà. On s'arrête juste encore ici, on répète gouvernance et développement. Mais ce que Et vous allez financement du avoir, développement. mais ce que vous allez avoir dans ces cours-là n'a pas grand-chose à voir. Mais par contre, ça aura peut-être à voir avec ce qui va vous arriver après.
Exactement. Donc ces jeunes gens-là qui faisaient partie de ce master-là avaient le droit de venir dans nos cours d'anthropologie du développement, et nous on avait le droit d'assister à leurs cours de gouvernance et financement du développement euh, auxquels moi je vais assister donc du coup au cours. Donc arrivé au cours, bon effectivement hein, il y a des petites choses qui sont un petit peu bizarres, où c'est que je m'interroge un peu. Il y a un intervenant qui arrive, alors je me rappelle plus du nom exact du professeur ni de sa fonction exacte, mais il avait un discours voilà très décomplexé. Il n'avait pas l'air d'avoir peur de grand-chose puisqu'il disait, il avait l'air de faire partie d'un cercle politique ou géopolitique puisqu'apparemment il aurait travaillé pour des ambassadeurs. Il me semble, si je me trompe pas, je crois que c'était en Afrique ou quelque chose comme ça. Et il expliquait que lui, voilà, il disait à ses élèves, voilà, moi quand j'arrive dans le bureau de l'ambassadeur, voilà, il me demande de faire quelque chose, mais moi je peux en profiter pour regarder dans ces petits papiers, ils s'en rendent même pas compte. Enfin, il lâchait des informations comme ça que je me disais avec du recul, c'est quand même, enfin, je dirais étrange pour un professeur de dire des choses pareilles. Et puis, je veux dire, quand bien même c'est possible, c'est pas des choses qui se font, et encore moins qui sont à dire. Donc il y avait des petites choses là, il racontait des anecdotes, que lui, quand il était en Amérique, en Amérique du Sud, il me semble, les gens s'écartaient de lui dans la rue. Voilà, donc il avait l'air de faire comprendre qu'il appartenait à quelque chose, un groupe ou je ne sais quoi, dont les gens se méfient ou qui ont un certain type de pouvoir ou en tout cas moyen d'action sur les sociétés. Voilà. Donc après, il leur apprenait en fait des espèces de montages financiers et les seuls faux, c'est qu'ils nous désignaient vraiment, nous, les étudiants en sciences sociales. Et en fait, c'est pour tout ce qui est le côté marketing, en fait, et études. Puisque nous, en fait, sur l'aspect études, on est à même de mener, on va dire, comme des espèces d'enquêtes sociales, puisque le cœur de l'anthropologie sociale, enfin, qu'on appelait l'ethnologie, c'est l'étude, entre guillemets, des groupes, peu importe qu'ils soient ethniques, etc., s'intéresser aux symboles, aux représentations des personnes, Ah, etc. Et c'est ici, dans de cela. nouveau, Hmm. pardonnez-moi de nouveau une petite pause. Pardonnez-moi, c'est toujours un interrogatoire médical, hein, donc les médecins sont toujours quand même un peu envahissants. Pas de souci. Euh, il y a deux choses qui m'avaient frappé dans ce que vous m'aviez raconté. D'abord, c'est qu'il y a un de mes concitoyens qui s'y trouve, un certain monsieur Aulois, si je ne m'abuse. Nous avons regardé et dans ce cursus qui est quand même d'économie de développement, c'est un monsieur qui est spécialisé dans les neurosciences. On ne voit pas très bien le lien d'emblée. Après, on peut deviner, mais ici, on ne le voit pas très bien d'emblée. Et ensuite, dans les couloirs de cette université, vous croisez quoi? Des militaires en tenue. Alors, juste pour bien faire la distinction, donc ce fameux monsieur Alloy, ça c'est mon professeur d'anthropologie. Donc lui, il fait partie de mon université sur le campus dans lequel j'étais. Et lui avait mis en place avec les autres professeurs des options qui nous permettaient de justement d'avoir d'autres compétences, que ce soit dans le design ou avec ces fameuses personnes qui faisaient partie de l'école, enfin de la faculté de droit. Voilà, lui sa spécialité c'était l'anthropologie des émotions entre autres. Donc il a fait pas mal il me semble d'études. Je crois qu'il avait été au Brésil pour étudier les cultes, des rituels traditionnels brésiliens. Voilà, tout ce qui concernait un peu la transe. Après, je sais qu'il a des partenariats, je crois, avec certains hôpitaux dans tout ce qui est anthropologie de la santé, pour justement sortir du cadre biologique, en fait, ne pas voir la santé que sur l'aspect biologique, mais la voir aussi du point de vue des rapports sociaux et biologiques et mentaux dans le processus de guérison. Voilà. Donc ça, c'est ses champs à lui. Et ce professeur dont je parlais là, avec les anecdotes un petit peu choquantes, lui, c'est un intervenant qui est intervenu dans la faculté de droit dans le cadre du master gouvernance et financement du développement. Voilà. Donc c'est lui qui racontait toutes ces petites anecdotes qui étaient un peu particuliers. Et je crois que sa spécialité, c'était les montages financiers, en fait, puisqu'il leur apprenait comment faire des montages financiers, mais qui, à mon goût, ça ressemblait un peu à une sorte d'escroquerie, en fait, auprès des entreprises. Et je pense que c'était même pas que les entreprises, c'était aussi les politiques publiques. Oui, c'est ça, Parce que, on voit le chipotage. Hein, voilà, on dit qu'on fait du développement, oui, mais enfin, on fait du développement de la corruption par des montages financiers. Donc, c'est quand ben, même moi, en tout assez. cas, quand j'ai entendu ça, j'ai pas eu l'impression que c'était un discours enfin, j'avais l'impression que
comment dire, comment on peut appeler ça, la gouvernance, en fait, enfin, Pas vraiment, non? elle n'était pas respectée, quoi, en fait, Non. au final. Enfin, il n'y avait pas de, c'était comme une espèce d'entité qui faisait partie d'une entité, plus grosse, hein, qu'on appelle l'Union européenne, mais qui, voilà, qui fait des choses, qui font des choses un petit peu, étranges. Voilà, il leur disait, nous, par exemple, le stade Alliance Riviera qui a été construit, il y a quelques années, à Nice-Ouest, il disait, bah, c'est nous, le financement, ceci, cela. Donc, moi, dans le c'est nous, ce que j'ai compris, c'est que, voilà, ils ont fait un financement, mais qui est pas forcément à l'avantage de la ville, quoi. Voilà. Mais ça. Puisque Et, dans le montage c'est ça. financier, il expliquait, voilà, il leur apprenait un petit peu de trois astuces pour gruger un peu. Par exemple, ne pas leur donner l'autonomie de réparation. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a des réparations à faire sur les constructions, sur ci et ça, eh ben, il faut envoyer leur personnel pour éviter que, ils soient formés et qu'ils n'aient pas besoin d'eux. Donc, ça leur fait de l'argent supplémentaire. Donc, c'est un peu ce domaine-là. Je voyais autour de moi que personne n'était choqué. Les élèves avaient l'air de trouver ça normal. Enfin, moi, j'étais vraiment très choqué parce que, je veux dire, en anthropologie, on a quand même un certain positionnement en faveur des Mhm. droits humains. On peut espérer, on peut espérer. Mais en dehors de de ce personnage, il va se passer deux choses dans cette université. C'est qu'en 2020, et nous venons de le vérifier, il y a un virage quand même neurosciences qui devient de plus en plus appuyé. Et c'est bien en 2020. Vous savez, ce fameux neuromode. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, enfin, moi, j'ai appris récemment, en tout cas, qu'il y avait ce cursus-là, enfin, en tout cas, cette institution-là qui s'est greffée vraiment à l'université, qui s'appelle le Neuromode. Donc, ça, on peut le trouver sur le site de l'université Nice-Côte d'Azur. Il faut taper Neuromode. Et en regardant un petit peu l'historique, on voit que, bon, ça faisait un petit moment depuis 2013 qu'ils étaient dans le secteur, à essayer de peut-être faire des partenariats avec les différents cursus qu'il y avait dans les différentes facs de la ville de Nice. Et on voit qu'à partir de 2020, ça devient une institut à part entière, hein. C'est comme ça que c'est noté sur le site de l'université Nice-Côte d'Azur. Absolument, absolument. Donc, c'était Donc, c'est important vraiment, de noter, pour les auditeurs de ouais, noter la concordance de temps entre des gens qui viennent déjà avant en vous disant on fait du développement, mais enfin on fait surtout du développement pour maintenir les gens pas trop développés. Vous en avez un autre, là, monsieur Alloy, qui chapeaute un peu tout ça et qui est un monsieur qui s'occupe beaucoup de phénomènes de trans. Hmm. Bon, ça, c'est son domaine d'étude en tant c'est que son chercheur, domaine en tout cas. d'étude. Oui, ça se voyait sur Émotion, voilà, oui, c'est sur son anthropologie de la cursus. santé, Sur la son cursus. transe. Donc on voit qu'il y a un tropisme dans Nice Côte d'Azur, dans cette université, un tropisme de plus en plus marqué vers les neurosciences. Mais en même temps, vous rencontrez dans les couloirs de cette université des militaires. Oui, alors sur petit point peut-être que j'ai pas précisé, c'est que dans cette fameuse fac de droit, donc bon au final c'est vraiment une, enfin je m'attendais pas à voir ça dans une fac de droit parce que bon bah fac de droit, on se dit oui, c'est vrai que ça a un rapport avec la justice, peut-être qu'il y a un peu de sciences politiques, mais on s'imagine pas croiser des militaires. Moi, ça a été mon cas. J'ai déjà vu une personne qui a été en tenue militaire quand je me suis rendu là-bas. Ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit pourquoi un militaire il serait dans une fac de droit, voilà, sans savoir qu'ils avaient tout un cursus de géopolitique, de sciences politiques et de gouvernance. Là-dedans, quoi, hein. Enfin, moi, je débarquais, voilà, hein. Comme eux, ils sont bien au cours. Moi, je me suis déplacé sans trop connaître ce que c'était que cette Mhm. faculté de droit. En tout cas, il y avait une personne qui était en tenue militaire. Et dans les autres cursus qu'on voit un petit peu qu'il y a dans cette faculté-là, ben, il y a beaucoup de masters qui tournent autour de la sécurité internationale, défense, intelligence économique, droit de la mer, des activités maritimes, voilà, gouvernance et financement du développement. Et puis l'année où c'est que j'ai assisté à ce cours-là, eux, en parallèle, hein, moi je n'y assistais pas parce que ce n'était pas mon université, mais ils avaient pas mal de conférences avec beaucoup d'interventions de personnes de l'armée. Voilà. Donc, Sur des, de nouveau, on resynthétise. 2019-2020, on sent qu'il y a un basculement dans cette université où il y a un ouais. mélange, je dirais moi, de plus en plus inquiétant entre du militaire, de la neuroscience, des histoires Ouais. de fric pas très propres. Mm, Bon, mm. ok. Et alors vous, à ce moment-là, vous allez être dans ce premier appartement où visiblement votre voisin du dessus a décidé de vous harceler. C'est-à-dire quand je dis qu'il a décidé, on lui a demandé de vous harceler. Je ne sais pas Ouais. ce qu'on lui a promis pour ça. Vous en avez marre et vous partez dans un
deuxième appartement? Oui, bah parce que bon voilà, moi j'avais quand même j'avais un peu plus de 25 ans, donc il était hors de question que je me comporte mal dans la résidence et puis que ça se retourne contre moi alors qu'à la base bah moi je suis innocent, j'essaie de prendre mon envol, j'avais réussi déjà à avoir mon bac plus 3 bon entre-temps il y a la pandémie, le coronavirus et compagnie, ça tombe à l'eau, je persiste et il y a cette personne-là qui entre-temps arrive dans le courant de l'année 2020-2021 et qui me, voilà, tapage nocturne, tapage diurne. À chaque fois qu'on va la voir, bah non, c'est pas moi. Et puis dès qu'on rentre chez nous, bah ça recommence tout de suite après, hein, mais c'est réel, hein. Et dans le deuxième appartement, ça sera la même chose. Bah, moi, je me suis dit, avant de retourner chez ma mère, parce que moi, pour moi, à cette époque-là, retourner chez ma mère, c'était un peu comme un échec, quoi, parce que bah, on part pour prendre son envol et puis on revient comme ça. J'allais pas abandonner si facilement, donc je me suis dit, je me suis dit, il y a deux solutions. Je me suis dit déjà, cette histoire de pouvoir me suivre dans l'appartement, c'est pas normal. On va dire, allez, ok, les tapages nocturnes, on pourrait faire passer ça Oui. pour, ok, c'est que des choses qui arrivent entre étudiants, ils font la fête, Non, mais là, etc. Mais on a compris dans le premier, mais dans le deuxième, ça va se passer comment précisément? bah, dans le deuxième, du coup, moi, je me suis dit, je vais prendre un appartement, voir si ça continue. Et je me suis dit, si ça continue, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus gros que ce que je pensais pour la première fois avec la résidence. Et si ça continue pas, c'est que la personne, c'était un imbécile et qu'il avait peut-être des choses qui lui permettaient de me suivre ou Bien qui voulait vu. peut-être Mhm. récupérer mon... Enfin, quoi qu'il se passe, peu importe la raison, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, du coup, j'atterris dans ce nouvel appartement. Donc, je crois que le premier jour, j'ai pas forcément fait attention parce que j'étais tellement exténué que je suis resté comme ça, je me suis endormi. Enfin, après avoir déménagé, être arrivé, je me suis endormi comme ça. Et puis, je crois, ben, dès le lendemain, hein, les phénomènes à répétition recommençaient. Hein, c'est-à-dire, quand j'allais aux toilettes, la chasse, elle se tirait tout le temps. Voilà, dès que j'arrive aux toilettes, la chasse se tire constamment. Ensuite, ben, les tambourements au sol recommencent. Il y a des claquements de portes dans les couloirs constamment, mais vraiment du matin au soir, quoi, c'est incessant. Voilà, c'est incroyable, c'est incessant. Et J'ai jamais vu. ça vous était dirigé, vous sentiez que c'était dirigé sur vous. Oui, ben, je pense qu'on le sent, quoi. Enfin, on Ça, sent que ouais. c'est pas naturel. Il y a des bruits qui sont naturels, hein, c'est-à-dire les gens passent, ok, ça claque, pas de souci. Mais quand c'est à répétition du matin au D'accord. soir et tous les jours, on sent Ouais. bien qu'il y a quelque chose Donc, qui ne va pas, c'est ça. quoi. Donc, dans ce deuxième appartement où vous allez aller, il y a Ouais. déjà une équipe qui est prête à vous attendre. Donc, on peut supposer que les gens qui vous ont guidé vers cet appartement ne l'ont pas fait par hasard. Bah, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, les personnes, en tout cas, qui étaient au-dessus, ont fait exactement la même chose, Mhm. si ce n'est avec un peu plus d'intensité que quand j'étais à la résidence. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je veux dire que l'immobilière à laquelle vous êtes adressé, j'ai Ouais. du mal de croire à la coïncidence qu'on vous ait envoyé justement dans un endroit où les voisins sont déjà prêts à faire du harcèlement en groupe, on va dire. Donc, on voit bien qu'il y a aussi à l'intérieur de ces sociétés immobilières des gens qui sont au courant du processus du harcèlement et qui en font partie. Alors, à ce stade, est-ce que vous avez eu des contacts avec les flics? Est-ce que vous avez été vous plaindre? Bah, moi, je m'étais plaint une première fois quand j'étais dans la première résidence. Hein. J'avais été à la police qui se trouvait, enfin, la police municipale, il me semble. Je sais pas si c'est des municipaux, mais en tout cas, c'était la police le plus proche de ma résidence, en leur faisant écouter en fait mes enregistrements vocaux. Et la réponse que j'ai eue de leur part, c'est oui, mais enfin nous, on peut pas faire grand-chose de ce côté-là parce que, enfin, il faut essayer de régler ça avec la résidence parce que de toute façon, vos enregistrements vocaux qui me prouvent que c'est pas vous qui C'est faites ça. voilà. C'est ça. Là, on s'arrête ici aussi. On voit déjà bien que les flics sont très rodés à l'inversion accusatoire. Imaginez qu'eux-mêmes sont dedans. Alors, Ouais, je le dis d'autant plus que Bozena, qui a témoigné chez moi, est dans la région de Nice et que, évidemment, elle n'a rien de bon à attendre des flics qui ne font jamais rien. Dieu merci, vous n'avez pas été plus loin parce que le danger, c'est toujours de flic en flic et puis à un moment, c'est la case psychiatrie, psychiatrie de force. Donc, c'est à déconseiller, c'est pas la peine. Donc, ce bah, deuxième. mm, Oui. mm.
moi, j'ai eu une chance sur ce que, pour rebondir sur ce que vous dites avant que j'oublie, c'est que dans ce deuxième appartement-là, là, je m'alerte. Dans le premier, j'étais déjà en état d'alerte. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, vu qu'il y a personne qui est vraiment de mon côté, hein, enfin, la résidence, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, hein, ils lui ont mis des avertissements, mais ça n'a pas arrêté ce qui se passait. Voilà, j'ai fait remonter les plaintes auprès de l'agence immobilière. Alors cette fois-ci, même maintenant, je faisais des vidéos. Enfin, je faisais des vidéos parce que on m'avait dit que les enregistrements c'était pas suffisant et que c'était peut-être moi aussi qui pouvais faire le bruit. Donc j'ai commencé à filmer et à me filmer, à envoyer aux agences immobilières et je me suis dit non, là il y a un truc vraiment qui va pas du tout, du tout, du tout. Déjà la première fois ça n'allait pas, mais j'avais essayé de passer outre le fait de ma propre psychologie. Je me suis dit on va aller ailleurs, voir ce qui se passe et là je me suis dit là ça va pas du tout. Là ça va pas du tout parce que en plus dans l'appartement il y a des bruits de claquement de doigts maintenant. Voilà. Donc c'était un appartement meublé par contre qui était déjà aménagé. Donc j'ai essayé de fouiller de partout pour essayer de trouver ce fameux machin qui faisait des bruits de claquement de doigts. J'avais une amie, Dieu merci, qui était venue, qui s'était rendue dans mon appartement et qui avait entendu ces choses-là, hein, que ce soit le claquement de doigts ou quelques bruits. Hein. Donc j'ai au moins une personne qui a entendu comme moi ce qui se passait. J'avais même pris en vidéo et tout. Et je me dis là, c'est pas normal cette histoire, il y a quelque chose qui va pas. Donc je commence à taper sur Internet, voisins qui me suivent partout. Et de fil en aiguille, j'arrive sur le sujet du harcèlement en réseau, du gangstalkisme, etc. Comme je sais lire l'anglais, et qu'en plus dans mes études, j'avais fait une licence en langue étrangère appliquée aux affaires de commerce, donc j'avais eu l'anglais comme langue, c'était pas compliqué pour moi de comprendre les informations des articles en anglais. Donc en fait, j'ai lu directement tout en anglais. Voilà, les informations, les premières que j'ai eues sur ce phénomène-là, ça vient directement des articles qui étaient en anglais. Et là, Ouais. je me suis dit, c'est ça, en fait. Quand j'ai lu ça, que j'ai lu les témoignages des gens, je me suis dit, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, en fait. Voilà. Et j'ai commencé à voir que les gens qui témoignaient, ils disaient qu'ils n'étaient pas pris au sérieux, qu'ils pouvaient avoir des problèmes avec les psychiatres, etc. Moi, ma santé mentale, bon, je sais qu'on essaye de modifier ma santé mentale, mais Dieu merci, je touche du bois, hein. Il y a des arbres autour de moi, je touche du bois. Ça va très bien, je suis entouré, je ne suis Et pas isolé à l'heure c'est d'aujourd'hui. ça. J'ai jamais eu d'antécédents psychiatriques ou quoi que ce Non, soit, non, et je n'en mais aurai pas. En fait. c'est Je ça. n'en aurai pas parce que je sais de quoi il en ressort. Et justement, en ayant vu ça, je me suis dit, OK. Donc là, en fait, c'est encore plus gros que ce que je crois. Ça me dépasse, en fait. Je me dis, là, c'est organisé et il y a une Mhm. participation de personnes enfin, voilà. Les mêmes personnes que je suis allé voir sont forcément au courant de ce qui se passe. Parce que pour avoir un tel budget pour faire ces choses-là, bah, je pense que c'est pas n'importe quel voyou qui peut se Non, tout à permettre de faire fait, ça. tout à fait. Donc, C'est pas enfin, n'importe quel voyou. comme toujours, on a une couche de petits voyous, hein, une couche de gens, comme l'agence immobilière, les agences bancaires, des choses comme ça qui sont un tout petit peu au-dessus. Et puis après, Ouais. malheureusement, vous avez une couche de médecins, vous avez une couche de flics, vous avez une couche de magistrats, et puis vous avez au-dessus une couche de psychiatres, évidemment, qui est dans le coup pour immobiliser définitivement la victime. Mais est-ce que vous pourriez maintenant peut-être passer à la phase, donc vous n'êtes toujours, le harcèlement de rue, ça vous ne l'avez toujours pas. Alors ça commence à peu près à cette période-là entre ce deuxième appartement et le moment c'est que je vais retourner chez ma mère C'est ça. puisque bah, je commence à me protéger en fait pour éviter le tapage, je commence à mettre des écouteurs et à écouter des bruits blancs pour ne pas faire attention parce que bah, sinon c'est ma santé qui en pâtit. J'ai mon ami qui a essayé d'aller voir le voisin parce que quand je montais moi, il me répondait pas en fait, enfin, il ouvrait pas la porte. Et quand ça a été mon ami, il a ouvert la porte. Et donc du coup, je me suis présenté en expliquant le problème et il m'a dit pareil qu'il faisait rien, etc. Bon, je me suis dit là, avec ce que j'avais lu et ce que j'avais expérimenté, je me suis dit c'est pas la peine d'aller voir Non, la police à chaque fois puisque ils quoi font qu'il se rien. passe, la première fois, j'ai pas été pris au sérieux. Et je me suis dit, pour moi, c'est une perte de temps, en fait, d'être là avec eux Oui, à c'est un raconter, risque, à hein, expliquer. c'est un risque d'aller les Voilà, voir. je me suis dit, bon, ça Donc sert pas à grand-chose. c'est ça, le harcèlement de rue va Et commencer. le harcèlement de rue, ça commence. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pas trop fait attention, mais j'ai constamment, enfin là, aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, mais ça a commencé progressivement. Je voyais des choses qui passaient devant moi, devant mes yeux, des véhicules à répétition. Mais la particularité de ces véhicules-là, c'est que c'est des véhicules des forces de sécurité du pays, quoi, ou de la ville. Donc ces véhicules-là, c'est principalement des ambulances, des pompiers,
Ça, c'est les deux principaux hein, auxquels je suis soumis le plus, de manière le plus répétitive. Hein. Donc, je prends en vidéo maintenant hein, pour pas qu'on me dise que c'est des coïncidences. Enfin, on va C'est toujours ça? me dire que c'est des Oui, oui, coïncidences, mais c'est des oui. coïncidences qui sont quand même étranges puisque je suis jamais au même endroit, je suis jamais aux mêmes heures, et Là, on passe à une vitesse supérieure, puisque on se là, doute pour moi, on bien, passe à une vitesse voilà, supérieure. Donc, on se doute bien que, bon, les flics sont de mèche, les agences immobilières sont de mèche, les agences immobilières de l'université sont de mèche, mais là, on voit bien que ce sont les services publics de la ville de Nice qui sont de mèche. Et là, ils sont de même. je peux pas croire que frère Estrosi de la Grande Loge nationale de France ne soit pas au courant des manigances de tous ces services. On répète, c'est très difficile de faire des émissions sans trouver à un moment ou à un autre un franc-maçon au mauvais endroit. Je veux bien que ce sont des gens qui sont des philosophes, qui sont là pour la beauté de l'humanité, Exactement. mais malheureusement, on les retrouve toujours dans des choses qui sont juste l'inverse. Donc, ça prend une Ben, moi, tour. je me suis dit, Voilà. Donc, là, on est passé directement maintenant au stade du harcèlement de rue, donc ça devient de plus en plus parfait, si on ose dire. Et quand allez-vous ressentir les premières attaques électromagnétiques? alors, les premières attaques que j'ai, en tout cas, dont j'ai eu conscience, je suspecte peut-être que ça m'était arrivé dans la première résidence parce que je me réveillais toutes les nuits en toussant. Mais voilà, à ce moment-là, je faisais pas attention, donc pour moi, je vais pas le compter. Mais là où c'est que je m'en suis vraiment rendu compte et que j'en avais la certitude, c'est quand je suis retourné chez ma mère. Donc, parce que je me suis dit, de toute façon, dans cet appartement-là, j'étais seul. Donc, bah, c'est plus facile pour eux peut-être de pénétrer dans l'appartement ou de mettre des choses ou de faire des choses. J'étais pas tranquille. Je me suis dit, même financièrement, je peux pas travailler correctement, etc. Ils me font la misère. Donc, je me dis, je vais retourner chez ma mère. Donc, chez ma mère, ça commence pas tout de suite. Alors, je sais plus la timeline, mais je me suis souvenu qu'à un moment donné, j'étais sur le canapé et je sens des espèces de vibrations. Donc, je me dis, c'est bizarre quand même, des vibrations sous la plante des pieds, sur mon corps. Je me sens comme si qu'on me vibre. C'est une sensation de vibration un petit peu électrifiée, on va dire, quelque chose, voilà, comme ça. En tout cas, c'est des vibrations que je ressens dans le corps. Et en parallèle, il y avait toujours ce tapage nocturne des voisins qui étaient au-dessus de chez ma mère. Donc ça, c'est des voisins que je connais très bien hein, parce que j'ai grandi en partie avec leurs enfants. Ils n'ont pas toujours été là. Hein. Nous, on est plus vieux que eux dans le bâtiment. Et pareil, à chaque fois que j'allais les voir, non, je fais rien. Donc il y a une petite période où c'est que on s'est pris la tête, un petit, enfin je suis parti les voir, etc. Et que c'est un peu dérapé, bah parce que sur le long terme, à un moment donné, voilà quoi. Il y a eu ces tirs là qui ont commencé à ce moment-là. Voilà. Donc il y a eu ces tirs-là. C'était principalement au début de la vibration. C'est comme si que je vibrais sans cesse dans la maison. Donc j'ai quand même vécu j'ai quand même vécu 19, 20 ans enfin une dizaine d'années dans cet appartement sans que ça me soit jamais arrivé. Et du jour au lendemain, je me mets à vibrer chez moi, chez ma mère. D'accord. Bon, il faut Et savoir qu'au-dessus de chez ma mère, on a quand même des caves. On a les caves de tout le bâtiment en dessous. Donc voilà, je sais pas s'il y avait des choses qui étaient mises en dessous, mais je sais que ceux d'au-dessus aussi, ils me tiraient dessus. Moi, j'en ai la certitude parce que par moment, c'était pas que des vibrations du corps, c'était des douleurs intenses dans des points précis. Ça peut être le visage, ça peut être le corps, et c'était voilà, on sentait comme une douleur aiguë intense. Je sais pas, on pourrait dire quoi, une aiguille chauffante ou quelque chose comme ça. Une sensation de douleur vraiment qui fait mal, une sensation de chaleur et de pénétration. Voilà, hein, pareil, hein, électrifié ou oui, quelque ça, chose dans ce genre-là, quoi. c'est ça. Et vous m'avez quand même laissé entendre que votre famille, le sachant ou ne le sachant pas, à votre avis, est quand même assez largement touchée par ces phénomènes-là. Bah oui, moi je sais que j'ai deux membres de ma famille quand je leur ai expliqué le problème que je rencontrais, qui m'ont dit mais c'est pas d'aujourd'hui, nous ça fait je sais pas combien de temps que qu'on se fait harceler. Donc le harcèlement dont ils m'ont parlé, c'est principalement du harcèlement de rue apparemment. Donc dès qu'ils sortent, il y a des personnes qui vont s'amuser à leur tourner autour et à les prendre en photo, voilà constamment. Donc à chaque fois, elles sont obligées d'aller voir les personnes pour leur dire de supprimer les photos et les personnes. Moi, j'ai déjà vu ce cas-là une fois.
où c'est que la personne a supprimé la photo et a dit voilà madame c'est bon j'ai supprimé et qu'apparemment effectivement ils étaient bien sur la photo voilà avec peut-être un peu de tapage nocturne ou diurne puisqu'une fois j'étais au téléphone effectivement j'ai entendu une personne qui tapait chez elle. Alors, est-ce que c'est peut-être en raisonnement pour me le faire comprendre à moi, puisque moi je le subis, je ne sais pas. Possible. Voilà. Mhm. En tout cas, apparemment, je ne serai pas la première personne dans ma famille à qui C'est ça ça. arrive. En Oui, oui, tout à tout fait. cas, Mais hein. là, on sent qu'il y a un double ciblage chez vous. C'est-à-dire que bon, la famille est ciblée pour des raisons vagues. Enfin bon, Arki peut-être, c'est pas, hein, on a une témoin qui, elle, a été ciblée parce que la famille était d'origine gaulliste et on sait que dans les officines noires des services secrets français, puisqu'on y arrive quand même, il y a des gens, il y a des gaullistes, il y a des anti-gaullistes, bon, ça dépend un peu comment on tombe. Mais chez vous, il y a une dimension probablement de sélection à l'intérieur de cette université qui, à mon avis, est là. Vous avez, si j'ose dire, par rapport au reste de votre famille, vous avez coché toutes les cases. Bah, je me dis, est-ce que je me suis dit, bon, bah, comme moi, je suis quand même dans les sciences sociales et que les sciences sociales ne sont pas neutres non plus, hein, faut savoir que j'ai quand même vachement l'impression qu'on se sert de toutes les sciences comme armes, dont, voilà, l'ingénierie sociale. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de profiling qui est fait au niveau sociétal? Avec des critères que seuls ceux qui sont au-dessous de nous Je dessinent. pense. Et peut-être que moi, du fait que j'ai eu, parce que dans ma famille, on n'est pas beaucoup à être diplômé, moi j'ai quand même réussi à avoir un bac+3. Est-ce que du coup, comme je sortais un peu des grilles, voilà, enfin du reste des membres de ma famille, est-ce qu'on n'a pas essayé de me ramener plus bas que là où j'avais atterri, quoi? Peut-être est-ce que le Ça but c'est paraît, oui, de ça paraît de très faire en sorte logique, que j'aille hein. pas trop loin dans la vie, peut-être, je me suis posé ça comme question, voilà. Mais oui, Parce que je trouve ça étrange ils que ont, pourquoi ça m'arrive oui. pas avant, en fait. Je me suis posé comme question, pourquoi est-ce que j'ai pas été ciblé plus tôt avant d'aller en Ils fac? ont, Voilà. ils ont, entre guillemets, des projets. J'ai déjà vu des projets où il s'agissait de briser un couple. Il y en a plusieurs d'ailleurs comme ça. Il y en a d'autres, c'était de les faire dégringoler dans la hiérarchie sociale où ils étaient montés. D'autres, c'était des vengeances familiales. Les raisons, si on peut appeler ça des raisons, sont multiples. Mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. On ne va pas peut-être s'étendre sur le type d'attaque électromagnétique parce que ce que vous m'avez raconté et ce que vous venez de dire, bon, laisse bien malheureusement sous-entendre que je crains fort que ça ne s'arrange pas. Vous m'avez dit la fois passée, là où vous êtes en train de témoigner, que vous vous sentiez attaqué parce que quand même, que vous changiez de pays ou pas, vous êtes toujours attaqué, hein. Oui, il faut savoir que bah, après être retourné chez ma mère, bah, j'avais beaucoup de choses à gérer. J'avais le tapage nocturne et diurne. Alors en plus, là, je vivais pas tout seul, je vivais avec mon frère et ma mère et ma sœur. Donc eux, ils étaient tellement conditionnés au bruit qu'ils faisaient que ils faisaient même plus attention en fait. Moi, ça faisait quand même presque 2 ans que j'avais quitté la maison. Donc, alors, est-ce qu'on les a conditionnés auparavant à ces bruits-là ou pas? Je sais pas, parce qu'en tout cas, les voisins n'ont pas changé. Quand moi, j'ai quitté le domicile familial et quand je suis revenu, c'était les mêmes voisins. Euh, donc, bon, j'ai essayé quand même d'alerter ma famille. Bon, c'est pas tout le monde, voilà, qui a cette capacité à envisager ce type de théorie. C'est Donc, évident, mais c'est évident. dorénavant, j'insiste plus forcément sur ça, mais voilà, il y a eu ce harcèlement de rue, donc surtout l'utilisation de sirènes, l'utilisation de gyrophares qu'ils allument constamment, hein. Là, même tout à l'heure, quand je prenais le bus, on est quand même un jour férié aujourd'hui. Bon, étrange, hein, camion de pompiers, grosse Oui, sirène qui passe oui, devant le bus. oui. Enfin, je veux dire là tout à l'heure, pareil, camion de gendarmerie, il y a qu'une personne enfin dans le véhicule de gendarmerie, il y a qu'une personne. C'est un petit peu un jour férié. Bon, voilà. Et ça, c'est des choses à répétition. Ce D'accord. harcèlement de rue, en tout cas pour moi, c'est pas des gens qui viennent me voir directement parce que j'ai lu qu'il y a des personnes, on venait directement les provoquer. Moi, la provocation, elle se fait comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que peu importe la rue où je suis, ils s'arrangent pour faire passer un camion d'ambulance C'est avec ça, la c'est sirène, ça. Oui, oui. pompiers et de police à répétition. Donc j'ai envoyé quand Et même c'est des dans mails d'autres, et c'est dans d'autres pays aussi, hein, vous m'avez dans expliqué. d'autres pays, oui. Donc Ah pour oui, les, mais à un moment donné, quand j'ai vécu, enfin, alors quand j'ai eu ce harcèlement-là et quand j'ai eu les attaques électromagnétiques, je me suis dit mais je vais jamais m'en sortir. Je me suis dit là, je vais mourir. Je me suis dit à un moment donné, mon corps il va lâcher, mon cerveau, mon corps.
Enfin, je veux dire, parce que constamment, tous les jours, c'était devenu ingérable. Donc, je me suis dit, bah, si il m'arrive ça ici, il faudrait peut-être que je change de pays. Donc, je suis parti un peu précipitamment. Bon, comme j'ai le passeport français, j'avais pas encore le passeport, enfin, pas les documents ni de visa pour le pays de mes grands-parents. Donc, je me suis dit, peut-être le mieux à faire, c'était d'aller dans un pays en dehors de l'Europe. Je me suis dit, parce que, bon, peut-être qu'en allant ailleurs, ça s'arrêterait. Donc, je suis passé par l'Espagne pour atterrir au Maroc. Et que ce soit tout mon trajet en Espagne ou mon atterrissage au Maroc, ça n'a rien changé, en fait. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais enfin, qui je suis, en fait. Voilà. Alors d'aujourd'hui, je me pose encore la question parce que je me dis, mais quand on utilise des techniques comme ça, moi, je me suis un peu renseigné sur ce que c'était pour mettre un nom sur ce que je vivais. Donc, j'ai vu que ces événements à répétition, ces expositions sonores et visuelles, ça s'appelle de la surcharge de sens. Voilà. C'est une tactique de surcharge de sens. Et quand j'ai regardé un peu plus sur ce que c'était, ce sont des tactiques militaires, il faut le savoir. Ce ne sont pas des tactiques Non. au hasard comme ça parce que moi si on regarde la galerie de mon téléphone chaque incident je l'enregistre, voilà, je me dis si un jour ça peut servir pour moi ou pour qui que ce soit, si un jour quelqu'un arrive à faire éclater cette affaire, c'est hallucinant ce qu'on peut trouver sur mon téléphone, c'est-à-dire Oui. que je peux les voir une dizaine de fois par jour tous les jours. Voilà, en tout cas je les croise au moins une deux fois trois fois par jour sans cesse, donc je m'étais dit en changeant de pays peut-être que ça allait changer quelque chose. Mais Ça ça, n'a rien changé. Et après, j'en ai appris un peu plus sur le harcèlement de rue et apparemment, je ne suis pas le seul. C'est non. rassurant et effrayant en même temps parce qu'on se dit vers quel modèle de société on se dirige. Si, enfin, nos propres gouvernants qui font subir des choses pareilles. En tout cas, moi, j'ai fait plusieurs pays, hein. J'ai fait l'Espagne. Enfin, dans mon cas, à moi, je ne vais pas décourager les autres personnes, mais dans mon cas, à moi, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, les Pays-Bas n'ont pas changé ma situation. Voilà. Ouais. Ça a été exactement le même accueil, les mêmes méthodes. On Euh, on voit quand même le nouvel ordre mondial dont on a parlé off tout à l'heure se mettre en place parce que vous voyez, entre l'Algérie et la France, soi-disant, ça va pas bien. Ouais. En tout cas, au niveau des services secrets, ça va très bien. Merci. Ils s'entendent tous pour faire une chose, c'est mettre toute la population sous contrôle ouais. définitivement par des méthodes classiques de harcèlement type Stasi, avec maintenant du matériel 2.0 qui est de type militaire. Donc, que tous ceux qui nous écoutent sachent que le sort qui est réservé à Cara, c'est celui qui nous attend si nous ne faisons rien. Et de l'autre côté, nous disons aux harceleurs qu'ils ne se fassent aucune illusion. Leur compte est réglé aussi. Quand ils auront servi, ils passeront à la casserole aussi. Voilà, que ça Et soit surtout, bien clair. ouais. Et surtout de ne pas sous-estimer ce phénomène de répétition, parce que quand on ne connaît pas, qu'on n'est pas informé, qu'on n'a pas l'expérience de cette situation-là, il faut pas se laisser surprendre, il faut se protéger, il faut pas se laisser exposer à ces phénomènes de répétition, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils jouent sur la mémoire. Voilà, ils essayent de jouer sur une mémoire traumatique qu'ils essayent d'activer euh, quand beau leur semble ou tous les jours. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Je pense que d'une part, c'est jouer en fait sur la mémoire traumatique, hein, de créer une situation tellement impossible que ça crée un trauma. Et on associe à ce trauma tout un tas de phénomènes. Donc moi, ils s'amusent, bon, camion de pompiers, camion de police, ambulance avec les sirènes, gyrophares à tout va. Voilà, pour que quand je les croise, bah, je revis le trauma parce qu'apparemment, dans le traumatisme, ils ont découvert que on revivait les émotions et les sensations physiques. Voilà. Donc en cas de stress intense, ce qui est le cas du trauma, il y a des symptômes corporels, hein, augmentation du rythme cardiaque, voilà, il y a tout un tas de phénomènes corporels, hein, qui sont associés à ce stress-là. Et j'ai lu aussi dans mes recherches personnelles qu'on avait un organe qui est situé dans au niveau de la nuque, hein, c'est un nerf, alors je sais plus comment on l'appelle en français. C'est un nerf qui relie en fait le cerveau au reste du corps. Et ça, bah, ça peut immobiliser une personne, hein, peut être en état de choc, on dirait un peu sous tétanie, avoir du mal à bouger son corps. Donc c'est pas anodin en fait ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils testent des méthodes de Tout à guerre fait, en fait tout pour à essayer fait, tout à fait. voilà, C'est c'est une forme d'hypnose en fait, c'est une forme d'hypnose qui est basée sur la répétition. Voilà, c'est moi ce que j'en conclus en ayant fait des recherches, en étant moi-même soumis
à ces choses-là, mais de faire attention. Voilà, de tout ce qui est trop répétitif, ne vous laissez pas exposer à ces choses-là trop répétitives. Essayez de vous exposer. Le plus difficile, c'est tout ce qui relève des sens, de la sensation et de la vision. Parce qu'encore, tout ce qui est de l'écoute, les sirènes, le tapage sur les murs, sur le sol à répétition, on peut mettre des écouteurs. Mais par exemple, la vue, ben, on en a besoin pour se déplacer. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter par la vue. Et pareil pour les sens avec les ondes électromagnétiques. Ça, par contre, moi, j'ai essayé plein de choses pour me protéger en lisant ce qui a été dit. Ça passe toujours, quoi. Ils doivent avoir, c'est des connaissances, voilà, c'est de l'ingénierie chimique ou Mhm. nucléaire. Ils sont très loin. Et ça, pour moi, ce genre de manœuvre, ça ne peut être que l'armée. Voilà, ça ne peut Il être que des gens armés n'y qui a font pas de... partie de Oui, l'armée oui, oui. nationale ou d'un pays ou de plusieurs pays. Voilà. Donc, comme vous dites, je pense qu'on est réellement dans ce domaine-là là, de nouvel ordre mondial, puisqu'ils le font de manière tellement complexée et déterminée que voilà, ils essayent de tenter le tout Mhm. pour le tout en jouant sur la psychologie des gens. Voilà. Si on n'a rien à quoi se rattacher, je pense que pour les gens, ça peut être compliqué. Donc, essayer de pas être isolé, et, Voilà. c'est le mieux à faire. Voilà, je pense que d'ailleurs, on va arrêter ici avec ces deux mots que vous venez d'esquisser. Témoigner, reconnaître l'agression et se grouper comme on peut. Exactement. C'est exactement ce qu'ils ne veulent pas qu'il faut essayer d'obtenir. Donc, publicité, parler, reconnaître le problème d'abord et ensuite essayer de se grouper, ne fût-ce que d'entendre les témoignages des autres, c'est important. Voilà. En tout cas, je vous remercie, Cara, et écoutez, ben, on pense bien à vous, on pense à toutes les victimes qui sont en train, pardonnez-moi l'expression, mais d'en baver, parce Ouais. que, il y a des situations qui sont vraiment terribles, terribles, mais nous n'avons pas le choix que de mener ce combat, et je vous remercie. Bah, je vous en prie, merci beaucoup pour l'écoute et surtout ne pas se décourager et se rattacher à ses croyances, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.